Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Dans cet épisode, je vous présente Frédéric, qui est famille d'accueil et présidente de l'école des chiens guides de Paris. Frédéric a découvert l'univers des chiens guides d'aveugles il y a plus de 20 ans, en devenant presque sans le savoir famille d'accueil de son premier élève chien guide. Puis, tout s'est très vite enchaîné jusqu'à devenir aujourd'hui la présidente de l'école de Paris. Mais comment de simple bénévole devient-on présidente d'une école de chiens guides ? De ses premiers pas à l'école à son rôle de présidente, Frédéric revient sur ses aventures de famille d'accueil qui l'ont amené jusqu'ici. Mais avant de passer à notre échange, notez bien la date du samedi 13 mai 2023 après-midi, afin de me rejoindre au Jardin du Luxembourg à Paris pour fêter les 3 ans du podcast. Je compte aussi sur vous pour donner de votre voix d'ici mi-mai pour participer à l'épisode anniversaire collaboratif via le lien que je vais tout de suite mettre dans la description. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Frédéric. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors ça fait quelques mois qu'on a essayé de planifier tout ça parce que tu as un emploi du temps qui est bien chargé, on va le comprendre tout de suite. Est-ce que justement tu peux te présenter pour commencer ? Alors je m'appelle Frédéric, je suis divorcée, j'ai 2 enfants et 2 chiens. Professionnellement, je suis responsable administrative de la filiale française d'une société industrielle allemande dans le domaine de la robinetterie. Ok. C'est une toute petite société en France, donc je suis amenée aussi à faire du commercial. Donc ça, c'est pour la profession. Et parallèlement à ça, je suis bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis un peu plus de 22 ans maintenant. Et justement, j'allais te demander, les chiens guides, on en parle. Alors aujourd'hui, tu es très très investi. On va voir jusqu'où ça t'a mené, ce des bénévolats. Mais est-ce que tu peux revenir pour nous aux origines du projet ? Est-ce que tu connaissais les chiens guides au tout début ? Est-ce que tu en avais entendu parler depuis très longtemps, avant ces 22 ans ? Alors les chiens guides, je connaissais forcément, j'avais croisé des personnes malvoyantes ou non-voyantes avec des chiens guides. Par contre, je ne savais pas du tout qu'une école de chiens guides existait. C'était vraiment quelque chose d'inconnu pour moi. Et ça a été un petit peu rigolo, en fait, cette rencontre avec l'école des chiens guides de Paris. C'est mon ex-compagnon qui habitait à l'époque avec son frère. Et il avait répondu à une petite annonce qu'il y avait dans des journaux gratuits parce qu'on recherchait des familles d'accueil pour l'école de chiens guides de Paris. Et ils ont postulé, ils ont été retenus. Et pour me conquérir, en gros, voilà, notre rendez-vous galant, ça a été de m'emmener chercher son premier élève chien guide. Waouh. Voilà. Ah ouais. Donc, ça a fonctionné puisque ce premier élève est aussi devenu le mien finalement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a accueilli Rusty en octobre 2000. Ah oui, ça me fait tout de suite penser au dernier épisode que j'ai enregistré avec Wiza, Francis et Mood, que tu connais notamment. Francis a si bien dit que se rapprocher des chiens guides était une condition sine qua non de rapprochement avec Wiza. Voilà. Donc dans ton cas, c'est un petit peu dans l'autre sens que ça s'est passé, mais vous avez eu votre premier élève chien guide, Rusty. C'est ça, exactement. C'était un labrador sable. Et nous, on s'est retrouvés avec Rusty, ce labrador qui avait 7 mois. Plus du tout trop un chiot, enfin, du point de vue du gabarit en tout cas. Donc un gros challenge pour vous. Donc si je comprends bien, c'était pas un chiot tout petit comme on peut en avoir à 3-4 mois. Non. Première expérience, un chiot de 7 mois. Et puis visiblement dur à gérer. Et au final, ça s'est super bien passé. Il y a eu des petites bêtises. Il a mangé de la morora dans un garage, donc il a pris de vitamine K. Voilà, des petites choses comme ça. Mais bon, ça s'est bien passé. Il a été un super chien guide, donc toujours plein de fantaisie, jusqu'à la fin, il a toujours été égal à lui-même. Mais par contre, il travaillait super bien. Et de là, on a été étiqueté un petit peu famille d'accueil pour chiens difficiles. Ah, ça, cette étiquette que certains ont en effet. C'est ça. Qui arrive, pour certains qui arrivent à relever des challenges, on va dire que c'est un peu comme ça que ça se passe. Oui. Donc là, il y avait dans une portée, il y avait un chien un petit peu pénible. Hop, on nous le sélectionnait.
On nous disait, oh, celui-là, il est un petit peu plus pénible que les autres. Allez, c'est pour vous. Et donc, après Rusty, vous avez enchaîné toujours à 2? Oui, enfin, à 4 au départ, puisque donc mon ex-compagnon vivait toujours avec son frère. Il vivait avec quelqu'un aussi, donc c'était un petit peu... Donc on se relayait, donc le chien allait en vacances avec tout le monde. Il était dans des endroits différents pour le bureau. Et donc après, ça vous a pas freiné d'avoir Rusty, vous avez enchaîné. Exactement. On en a eu 14 autres ensuite. 14 autres. Tu dis 14. Du coup, quand est-ce que tu es rentré plus précisément dans le bénévolat plus actif qu'une famille d'accueil? Alors, c'est 15 en tout, puisque c'est Rusty plus 14. En fait, on a été assez actifs dès le départ, puisque on est rentré comme famille d'accueil. Et puis très vite, on a été sollicité pour tenir des stands à la GPO ou alors des stands dans des magasins, etc. Donc on était pratiquement tous les week-ends, c'était des week-ends chien guide. Parce qu'à l'époque, on vendait des toutes petites bougies à 2 €. Des quantités industrielles, donc ça nous occupait pratiquement tous les week-ends. Donc ça a été les premiers temps. Voilà. Ensuite, j'ai été administratrice, donc ça fait 9 ans maintenant. Ouais, donc tu es rentrée dans le conseil d'administration de l'association. C'est ça. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on a parlé un petit peu de cette position spéciale avec Virgile, qui, lui, dans le conseil d'administration de l'école de Lyon, dans l'épisode 58. Donc, comme ça, on va pas s'étendre à nouveau sur la question. Mais c'est vrai que c'est un engagement encore un palier plus haut que la famille d'accueil et le bénévole. Donc, en rentrant dans le conseil d'administration, tu intègres les dessous, on va dire, de l'école et la gestion, surtout, de l'école. C'est ça. On voit un petit peu l'envers du décor, puisque en tant que famille d'accueil, on élève des chiens, c'est formidable, etc. Mais on ne se rend pas compte finalement de tout le travail forcément que ça demande. Même en tant que bénévole, quand on participe à des journées comme ça de vente d'objets ou des choses comme ça, ou des sensibilisations, on ne se rend pas forcément compte de tout l'aspect des ressources humaines, des difficultés de trouver des dons, etc. Donc c'est encore autre chose. Donc il y a eu Rusty. Est-ce que tu peux nous citer les autres? Oui, c'est facile, c'est par ordre alphabétique. Hein. Oui, ça c'est vrai. Alors Rusty, Tango. Ok. C'était un berger blanc, mon premier berger blanc. Huron, un labrador croisé golden qui a été réformé. Monsieur Romero m'avait dit, il est trop tout. Il est trop tout parce que 57 kilos de muscles. On aurait cru un veau. Il était magnifique, mais il était énorme. Il va falloir que tu m'envoies les photos qui vont avec. Hein. Oui. Et il marchait pas en laisse, on pouvait rien en faire. Il faisait que ce qu'il voulait quand il voulait. Mon premier réformé que j'ai adopté. Ok. Ensuite, on a eu Boomer. Alors Boomer, c'était un labrador chocolat. On l'a pas eu très très longtemps parce qu'il était déjà assez âgé aussi. Donc on l'a eu un petit peu, c'était plus un gros relais finalement. Il est rentré assez rapidement en éducation. Ensuite, on a eu Chami, mon premier Ovavart. Ah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'Ovavart en quelques mots? On n'en a jamais parlé encore dans le podcast. C'est une race un peu particulière. Mais en plus de la photo de couverture où tu seras avec une Ovavart, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est que cette race? Déjà, le Ovavart, c'est un chien rustique par rapport à d'autres chiens qui sont un peu modifiés, même les bergers allemands, etc. Est-ce qu'on dit un chien primitif ou pas? Je crois qu'on peut dire ça. Et donc, avec tout ce que ça implique. Il fait un petit peu quand même ce qu'il veut quand il veut. Enfin, voilà. Il fait les choses quand lui a décidé. C'est un chien qui réfléchit énormément. Donc, souvent, sur une situation, il va avoir compris la situation avant que nous, on ait le temps de l'analyser. C'est très rapide. C'est des analyses très, très fines. Et à côté de ça, par contre, on a des chiens quand même très sensibles. Ce qui explique peut-être la réforme de ton premier Ovavart. Voilà. Puis du deuxième. Et puis du deuxième aussi, mais bon. Et donc, ce premier Ovavart, j'imagine, c'est un coup de cœur. Je sais ton amour pour cette race. Voilà. J'ai connu le Ovavart à l'école des chiens guides. Je ne savais pas non plus que la race existait. Et c'est là que j'ai vu mes premiers Ovavart et je suis tombée amoureuse de l'allure du chien, la souplesse, la démarche un petit peu nonchalante, un peu. Et en même temps, un gros chien avec une grosse voix. Enfin, je trouvais que c'était un chien tout en contraste, tout. Enfin voilà, vraiment, je suis tombée amoureuse de ce chien. Et je réclamais sans cesse des Ovavart, mais bon, jeune famille d'accueil, non, parce que c'est particulier, etc. Ok. Chami est arrivé finalement à force de persévérer, de dire, moi j'aimerais bien Ovavart. Bon, ça marche pas comme ça normalement, hein, et c'est le seul chien où vraiment j'ai insisté pour essayer d'avoir un Ovavart. Les autres, toujours laissé faire comme l'école choisissait. Et donc voilà, donc est arrivé Chami, qui a été aussi réformé. Parce que lui, il supportait pas trop ses congénères. Donc, dans la rue, c'était un peu compliqué.
Et il n'envoyait pas de signaux en prime. Donc. C'était de la dernière minute. C'est ça. Il passe à proximité du chien, il dit rien, et au dernier moment, tac, il pince le nez. Ouais. Donc il a été réformé. Ensuite est arrivé Doumaï, premier golden. Ensuite Eros. Alors Eros, c'est mon petit surdoué, il est rentré à 9 mois en éducation. C'est un petit golden aussi. Ouais. Ok. Et ensuite, j'ai eu Edo, un bouvier des Flandres. Ok. Alors, le bouvier des Flandres, c'était une demande spéciale. J'étais sa deuxième famille d'accueil, parce que ça s'était pas très très bien passé dans la première. Et c'est pareil, un chien que j'ai découvert et avec lequel je me suis vraiment éclatée. Toujours à l'écoute, toujours. Mais pareil, gros caractère aussi, Edo. On aurait pu intituler cet épisode Les 15 races oui. accueillies par Frédéric. Non, parce que tu vas voir, le grand chelem des bergers blancs arrive. Ouais. Et là, je suis retournée au berger blanc. Quand Edo est rentré en éducation, on m'a présenté Folio, un berger blanc. Ah oui. Tu as connu Folio? Que je connais bien et dont les auditeurs ont déjà entendu parler. Voilà. Il y a un article entier sur mon blog sur mon premier collègue de travail à 4 pattes. C'était le premier qui mettait les pattes au bureau. Ce joli Folio. Et ensuite, j'ai eu Gospel, berger blanc, Inuk, Ginou, Lupo, mon dernier berger blanc. Et ensuite, j'ai eu Missy, berger allemand. Donc un petit quintet de berger blanc avant de revenir au berger allemand. C'est ça, exactement. Et en fait, Missy, parce qu'à l'époque, on ne prenait pas de mâle berger allemand à l'école des chiens guides de Paris. Et moi, j'avais Huron qui était un mâle non castré. Donc, je ne prenais pas de femelle. Vraiment, donc du coup, berger allemand, jusque-là, je ne pouvais pas en avoir. Et puis, entre-temps, Huron est décédé, malheureusement. Moi, je me suis séparée. Et donc, je me suis retrouvée toute seule en appartement. Et là, les bergers allemands arrivaient. Donc là, je pouvais prendre une femelle. Il n'y avait rien qui contre-indiquait ça. Donc voilà, donc Missy est arrivée chez moi. Elle a finalement été réformée. Donc, je l'ai adoptée. Elle continue, par contre, à faire l'ambassadrice. Elle passe sur des stands. Elle représente quand même bien son école. Elle n'est pas tout à fait à la retraite. Non, on la voit quand même souvent. Oui. Et en effet, comme tu dis, elle représente fièrement son école, même si elle n'est pas pour autant certifiée. Voilà, c'est ça. Puis elle n'est même pas rentrée en éducation. Elle a stoppé très très rapidement, Missy. Et ensuite, j'ai fait un arrêt avec Missy parce qu'elle a une tendance à courir après les chats. Je dis, j'arrête d'être famille d'accueil parce que je veux pas que le petit reproduise ça, etc. Et sont arrivés, il y a 2 ans, les Haut-Vavart. Et là, le Haut-Vavart, c'est quand même une grande histoire d'amour. Et j'ai demandé si on cherchait éventuellement des familles d'accueil pour les Haut-Vavart. Et c'était le cas. Et c'est comme ça qu'est arrivée Siloé. Ta 15e élève chien game. Ma 15e élève. Et donc, les balades en 2 étapes pour pas qu'elles se promènent ensemble, pour pas qu'il y ait de mimétisme à cause des chats, etc. Donc, du travail, plus. Mais bon. Ouais, tout faire un peu en double, du coup, on en avait déjà parlé, le fait d'avoir un chien de compagnie, puisque Missy, même si elle est très bonne ambassadrice, pour le coup, ça reste un chien de compagnie, quoi. C'est ça. Donc, famille d'accueil, 15e élève chien guide, Siloé. Oui. Et côté bénévole, donc depuis 9 ans, tu étais au conseil d'administration de l'école. Et dernièrement, il s'est passé une nouvelle étape dans ton investissement, dans ton engagement bénévole. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, sans nous dévoiler tout de suite ce qui s'est passé, comment tu es arrivée à cette position? Je l'ai dit un peu dès le départ, je crois. Donc, Le titre le dit aussi, donc, mais c'est pour le suspense. Nouvelle suspense. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, donc, j'étais administratrice depuis 8 ans, puisque c'était l'année dernière. J'ai été secrétaire générale, j'ai été trésorière adjointe. Et Monsieur Romero a décidé de prendre sa retraite. Il faut savoir que, petite historique, Monsieur Romero a quand même fondé l'école. Exactement. Et donc avait toujours été là en tant que directeur, puis en tant que président. C'est ça. Aux alentours de l'école. Ouais, donc il a consacré quand même plus de 40 ans à l'école et aux chiens guides en général. Et là, je pense qu'il avait le droit, c'est vrai, de prendre une retraite bien méritée, même si c'est toujours un peu trop tôt. Enfin, moi, j'aurais bien aimé l'avoir encore quelques années à nos côtés, mais voilà. C'est son choix que je respecte complètement et il a le droit. Et quand cette décision a été prise au sein du conseil d'administration, j'imagine que ça a fait un peu du mouvement, parce que c'est une personnalité qui était là depuis très longtemps, comme tu l'as dit. Ouais. Quelles ont été les premières discussions? Est-ce que ça a tout de suite été très évident pour vous? Parce que vous êtes une douzaine? Là, actuellement, on est 11. Oui, c'est ça, une douzaine. Ouais. En fait, avant de démissionner, il m'en avait parlé.
Donc, j'ai pu mûrir un peu l'idée avant de postuler. Maintenant, je travaille à temps plein, je me sentais pas forcément complètement prête. Et puis, Monsieur Romero, c'est Monsieur Romero. Enfin, je me suis dit, l'école s'écroule sans lui. Enfin, on va jamais y arriver s'il s'en va. Enfin, bon, c'était un peu la catastrophe, dans ma tête en tout cas. Il est parti quand même, puisque bon, là, c'était son choix. Et puis, je me suis lancée. Le rôle de président, c'est quelque chose de très, très prenant. On a tous un peu des emplois du temps surchargés et personne ne voulait spécialement s'y coller, on va être honnête. Donc voilà, je me suis dit, bon, l'école, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis investie, je connais quand même bien. Et puis, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, donc je me lance. En fait, quand ça se passe comme ça, c'est au sein du conseil d'administration, parmi les personnes qui sont élues au sein du conseil d'administration, que le conseil d'administration élit son bureau, donc son président, son secrétaire. Le trésorier adjoint, oui, exactement. Donc c'est pas les membres élisent, on en avait parlé aussi dans l'épisode avec Virgile, les membres élisent le conseil d'administration et le conseil d'administration élit à l'intérieur le bureau. Oui, exactement. Donc là, ça s'est passé en interne et donc j'ai été élue au mois de mars 2022. Comme présidente du coup de l'école des chiens guides de Paris, à l'unanimité. À l'unanimité, exactement. Bon, et alors, c'est quand même un grand titre, et merci du coup d'avoir accepté mon invitation, parce qu'on est quand même aussi sur le mois anniversaire, on est sur le 61e épisode du podcast, et puis on est sur les 3 ans du podcast, donc tu vois, ça fait que de choses à fêter, donc très très honorée pour ma part de t'avoir au micro. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment t'as endossé ce nouveau rôle? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que ça a été juste plus de boulot, encore plus? Tu vas me dire? Alors pour moi, c'est juste plus de boulot. Surtout que Monsieur Romero me l'avait vendu comme « tu vas voir, c'est 2 mails par jour tout au plus. Tu vas voir, tout va bien se passer ». Et en fait, c'est pas 2 mails par jour du tout. Le week-end, peut-être, c'est 2 mails par jour. Mais sinon, non, il y a tout un travail de représentation. Parce que du coup, je représente aussi l'école au sein de la fédération. Donc, j'ai les réunions des présidents, j'ai les réunions des conseillers d'administration de la fédération. Et puis, quand il y a quelque chose, un colloque où l'école est invitée, c'est bien que la présidente y aille, c'est bien que la directrice y aille. Donc oui, c'est beaucoup de temps de représentation, beaucoup de temps de travail aussi. Puis on a mené beaucoup de chantiers. En fait, on a une directrice qui était complètement dans les starting blocks, qui avait envie de plein de choses, etc. Et on voit les choses de la même manière avec Honorine. Et effectivement, on s'est lancées toutes les deux à corps perdu dans le travail. Et puis on a toute l'équipe qui a suivi. Mais oui, ça demande énormément de travail. Oui, parce que, rappelons-le de ta présentation, tu as un temps plein à côté. Oui. Donc tu as ton 35 voire 39 heures à côté. Théorique, on va dire. Voilà, c'est ça. Et puis à côté, donc maintenant, ce rôle de présidente. Alors quand tu dis il y a Honorine et toute l'équipe, donc je le reprécise, hein, donc il y a toujours, dans ces structures-là, c'est toujours une structure de bénévoles et une structure de salariés. Oui. Donc il y a une équipe salariée dont fait partie la directrice et puis notamment les éducateurs et toutes les autres professions qui sont au sein de l'école. Et donc la présidence, toi, quels sont les grands rôles, les grandes missions que tu prends pour l'école avec ce rôle de présidente? Tu as parlé de la représentation. Oui. Après, je travaille beaucoup en binôme avec la directrice. Puisque pour moi, on doit travailler ensemble. On ne peut pas travailler chacune de notre côté, c'est pas possible. Et après, je travaille beaucoup avec l'ensemble du conseil d'administration, donc on donne les grands axes, la direction de l'école. Et après, à charge à la directrice de mettre tout en œuvre, en fait, pour que ça fonctionne. Comme on le souhaiterait. Là aussi, il y a de la théorie et de la pratique, je pense que... Oui. Ah, mais là, je suis contente. Je trouve que ça fonctionne bien. Et c'est pareil, au conseil d'administration, on a des gens hyper motivés. Donc, je veux pas tout faire toute seule. Donc, chacun a des spécialités. Donc, chacun s'occupe de dossiers. Voilà. Il y a plein de chantiers en cours et je fais pas ça toute seule du tout. Donc, oui, je suis présidente, mais avant tout, je suis bénévole et famille d'accueil un peu quand même. Oui, quand même. Et justement, tu nous disais, c'est pas 2 mails par jour. Qu'est-ce que ça représente par rapport à ton organisation? Comment tu t'organises au quotidien? Est-ce que tu as vraiment tes journées qui sont dédiées à ton temps de travail professionnel? Est-ce que c'est interrompu de réunions nécessaires pour l'école parce que les salariés travaillent sur des horaires
de journée. Vous n'alliez pas faire toutes les réunions, j'imagine, le soir. En même temps, le conseil d'administration, c'est pas des salariés. Comment tu t'organises parmi tout ça? Alors, je fais tout en parallèle. C'est-à-dire que sur mon ordinateur au bureau, j'ai 2 écrans. Donc, j'ai un écran chien guide, un écran travail. Et quand je vois qu'un mail arrive, je jette un coup d'œil, voir si c'est urgent, si ça peut être dans la pause déjeuner ou pas. Et sinon, oui, j'interromps en fait mon travail pour pas dire trop fort, hein, mais pour travailler pour l'école des chiens guides. Et c'est le soir aussi, et c'est le week-end aussi. Voilà. En fait, pratiquement tout mon temps libre, je le consacre à ça. Voilà. J'arrive quand même à aller me promener en forêt avec les chiennes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me reste encore un petit peu. Mais non, je fais tout ça en parallèle, en fait. Ouais, et donc tu rééquilibres après ton temps pro et ton temps bénévole sur les heures qui restent de la journée, en dehors des heures où il y a vraiment des contraintes, des demandes, des réponses. Parce que quand tu vas, on s'est retrouvés notamment au congrès des chiens guides au mois de juin. J'en ai d'ailleurs écrit un article aussi pour ceux qui veulent savoir un peu plus. J'ai mis notre petite photo. Quand c'est comme ça, ces 3 journées, tu les prends en congé d'un côté pour les consacrer au bénévolat de l'autre. Exactement. Bon, c'est ce que j'ai fait moi aussi alors. C'est ce que j'avais fait au mois de juin aussi. Mais du coup, oui, t'arrives à jongler entre les deux. Et puis, est-ce que ton employeur est au courant ou pas du tout? Oui. Alors, mon employeur est allemand, donc il est en Allemagne. On le voit une fois de temps en temps. Il adore les chiens, il est content de parler avec les chiens. Puis j'ai des chiens allemands. Et oui, c'est vrai. Donc c'est top. Mais oui, il est parfaitement au courant. Et est-ce que ce nouveau rôle, cette nouvelle mission, il y a des choses qui ont changé dans ton quotidien ou dans la représentation que ça associe pour les gens extérieurs, ou c'était tout pareil et c'est très bien comme ça? Alors, pour moi, c'est tout pareil. Pour les gens, par contre, j'ai l'impression que ça a changé un peu. Alors, on m'appelle Madame la Présidente et tout. Alors, les gens sont honorés quand j'arrive, alors que c'est juste moi, en fait. C'est vrai que j'aurais dû commencer par Madame la Présidente. Mais bon, on se connaît d'avant, donc j'ai pas fait ce genre de formalité. Oui, non, mais t'as très bien fait. Mais au tout départ, on a Madame la Présidente, mais je me sentais pas concernée. Et tout d'un coup, je disais, oh, pardon, oui, c'est moi, ok. Parce que pour moi, ça n'a pas changé. Donc, si mon rôle a changé, effectivement, mon travail aussi a changé, forcément, puisqu'on n'attend pas la même chose de moi que quand j'étais secrétaire ou quand j'étais simplement administratrice ou famille d'accueil. Mais pour moi, le reste n'a pas changé. J'ai toujours la même passion, j'ai toujours la même envie. Et puis, s'il y a un stand à aller tenir, je vais tenir mon stand avec les autres bénévoles. Et il y a pas, c'est pas Madame la Présidente. Voilà. Oui, il y a pas. Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de décalage plus que ce qu'il y en avait. Il y en avait pas avant, il y en a pas maintenant, quoi. Voilà, exactement. Bon, en tout cas, moi j'apprécie. J'apprécie aussi Romero, mais sur d'autres éléments. Mais en tout cas, j'apprécie la fluidité des échanges qu'on peut avoir et puis la spontanéité. Quels sont pour toi les chantiers que vous avez mis en place, qui étaient sûrement sous-jacents et tout près, comme tu disais, du côté de l'équipe et de Honorine? Quelles sont les premières grandes missions, les premiers grands chantiers que tu as activés au sein de l'école? Alors, c'est quelque chose qui n'était pas tout à fait prêt, mais quelque chose qui était nécessaire en tout cas. On a restructuré l'école. Ok. C'est-à-dire qu'on avait des responsables un petit peu partout, mais on n'avait pas de directeur technique. En termes d'équipe, du coup? En termes d'équipe. Donc, du coup, on a commencé par ça. On a nommé un directeur technique à Buc, donc William. On a nommé un directeur technique à Paris, c'est Benjamin. Et voilà, donc déjà, ils chapeautent chacun une école, sur le plan technique en tout cas, puisque du coup, Honorine est la directrice générale. Donc ça, c'était le gros chantier. Oui, parce que du coup, toi et principalement Honorine quand même, ça vous permet d'avoir un interlocuteur qui est du coup principalement sur son site et qui va pouvoir vous décrire de manière un petit peu exhaustive. Un peu comme l'ont fait, j'en avais beaucoup discuté avec Sandrine de l'école PACA, parce que c'est un peu le modèle qu'ils ont fait. Elle est directrice technique. On avait fait un épisode justement, l'épisode 38, sur sa transition un peu entre éducatrice de chien guide et aussi directrice technique maintenant de son centre. Ça permet en effet pour vous, pour Honorine et toi, et puis pour les équipes en dessous aussi, d'avoir un référent. J'ai pas envie de dire responsable, mais une personne, un interlocuteur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ça. Et puis, comme nos sites sont quand même éloignés, donc Buc et Paris, c'est quand même pas tout près, ça permet aussi une fluidité des échanges. Et du coup, on est peu à discuter ensemble. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, grosse restructuration. C'est le gros chantier. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le chantier numéro 1. Et ça a été uniquement la mise en place de ces directeurs techniques, ou il y a eu aussi un petit peu en dessous dans les équipes de la réorganisation? On a réorganisé un petit peu, principalement le PASS, donc c'est le pôle attribution suivi.
Ouais. On a étoffé un petit peu l'équipe des attributions. Et nous, à Paris, donc, en termes de suivi, on suit nos chiens jusqu'à leur décès. Donc voilà, toutes les écoles ne le font pas forcément. Certaines s'arrêtent à la retraite. Et nous, on va jusqu'au décès du chien. Donc forcément, il nous faut un peu une équipe un peu plus... spécifique. Voilà, c'est ça. Puis après, peut-être des petits détails un peu dans l'organisation pour encore améliorer la fluidité, comme tu disais, des échanges. Pas des échanges de chiens. Non, c'est pas des chiens qui passent de Buc à Paris. Enfin, il y en a, mais c'est pas l'objectif. Il y en a. Non, c'est pas l'objectif. Ok, donc gros chantier de restructuration. Voilà. Et ensuite, deuxième gros chantier que vous avez mis en place, qu'est-ce que c'est ? Alors après, non, ce sont des gros chantiers vraiment administratifs, donc c'est pas très très intéressant. Ouais, c'est pas forcément visible par l'extérieur ni par les bénévoles, non, mais c'est plus de l'administratif, peut-être des choses autour des dons, du fonctionnement financier, ce genre de choses. L'équipe travaille dur pour ça, donc là c'est bien. On a une équipe qui est là depuis quelques années maintenant, qui tourne bien. Donc ça peine à démarrer parce que je pense que toutes les associations ont le même problème. Hein. La conjoncture n'est pas très favorable aux dons. On a quand même beaucoup de personnes qui nous soutiennent et des donateurs fidèles. Donc ça c'est déjà très très bien. J'en fais partie en tout cas. Je fais ma petite contribution en temps et en heures chaque fin d'année, en plus du bénévolat. Ça fait toujours un petit peu de beurre dans les épinards de votre côté. C'est ce que je me dis. Oui, c'est très très gentil. Je t'en prie. Bon, du coup, des chantiers qui étaient un petit peu tout prêts. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout en prenant justement ce poste de directrice ? Des bonnes surprises ou des choses assez originales, des demandes je sais pas, si tu avais des anecdotes à nous fournir. Alors, je suis pas directrice, je suis présidente. Présidente, pardon, ma langue a fourché. Non, c'est pas grave, mais... mais juste, je veux pas qu'on me rajoute en plus une autre casquette. Ça y est, elle a licencié la directrice, elle a pris sa place. Non, pas du tout. Absolument pas. Alors, les responsabilités, non, je savais à quoi m'attendre, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, au niveau des demandes, j'ai remarqué que pour tout et n'importe quoi, hop, on saisit le président ou la présidente, on essaye de passer comme ça, oui, mais si, de passer plus haut, en gros. Ça, bon, c'est pas grave, je travaille bien avec les équipes, donc j'arrive à savoir de quoi il s'agit à chaque fois. Donc ça, oui, les sollicitations auxquelles je m'attendais pas forcément. Mais bon, c'est pas très grave, après je discute avec les gens, c'est toujours sympa aussi. Parce que du coup, j'étais en contact avec des gens que je connaissais même pas jusque-là. Au sein de l'équipe ou dans les bénévoles Non, au sein des bénévoles ou des maîtres de chiens guides. Je vois. Ouais. Non, au sein de l'équipe, du coup, j'ai fait la connaissance de tout le monde. Je connaissais les prénoms de tout le monde et tout. Parce qu'avec le Covid, on n'allait plus à l'école pour les conseils d'administration. Donc, on était tout en visio, etc. Donc, l'équipe, finalement, je les connaissais de nom. Je savais ce qu'ils faisaient. Mais j'étais incapable de mettre un visage sur un nom. Donc, ça a été très, très long au départ. Tout le monde m'a été présenté en bloc. Là. C'est une catastrophe. Il aurait fallu que je mette des petites étiquettes, mais c'est bon, j'ai réussi à retrouver mes petits. À quand l'organigramme ? J'en ai parlé l'autre jour avec Pierre, il m'a dit « Ça arrive Estelle sur le site, oui, un jour ça va arriver ». Donc, oui, on est en pleine refonte du site internet, il va sortir normalement en septembre. Et logiquement, il y aura un trombinoscope. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ça arrive. Parce que je lui ai dit la même chose, je lui ai dit avec le Covid et avec le fait que j'ai moins de relais, avec la pause, avec mon baby boy au milieu, j'ai dit là, je remets pas forcément tout le monde exactement dans la bonne case. Oui. Je veux pas faire d'impair. Et du coup, il m'a dit ça arrive. Bon, écoute, oui, encore un chantier. Du coup, tu disais, même si c'est les équipes, j'imagine, tu supervises quand même. Pour le coup, je m'en occupe pas du tout. Sur les représentations que tu as à faire, est-ce qu'il y a des endroits où t'avais jamais mis les pieds en tant que bénévole et en tant que présidente, du coup, c'est toi qui étais désignée ? Je suis allée au Panthéon l'année dernière pour l'anniversaire de Louis Braille avec Siloé. Donc, je n'étais jamais allée au Panthéon. C'est chouette. Ouais, ça fait partie des trucs comme ça. Et j'aurais jamais mis les pieds au Panthéon sans ça. Et justement, dans toute cette aventure auprès des chiens guides aveugles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert et que tu as appris que tu connaissais pas du tout, t'envisageais pas du tout, avant d'être famille d'accueil, avant ces 22 ans? Alors déjà, j'ai découvert donc que les écoles de chiens guides existaient. Ouais. C'était quelque chose que je soupçonnais mais absolument pas. Donc ça a été vraiment cette grosse découverte. Bien sûr, en étant famille d'accueil, tout le parcours, j'imaginais pas non plus tout ce que ça demandait d'éduquer un chien guide. Donc ce genre de choses, ou un chien d'assistance aussi. J'ai découvert les refus d'accès. Je sais pas si c'est une bonne découverte, ça. C'est pas une très bonne découverte, mais je l'ai découverte quand même.
c'est quand même en progrès, il faut quand même le noter. Tu penses que tu en avais plus avec tes premiers chiens que maintenant ? Ouais. J'ai pas autant de recul. Je le vois dans mon quartier, rien qu'avec le Monoprix Franprix, maintenant ils ont toujours leurs beaux stickers là où il y a bien marqué. Depuis qu'ils sont faits un peu épinglés médiatiquement, ça a bien marché. Malheureusement, il faut aller à ce point-là pour que ça marche. Mais... Et après, ce qui est rigolo, je trouve, c'est que quand on a un chien un peu atypique, donc un berger blanc, on passe plus partout. Mm-hmm. J'ai eu moins de refus d'accès avec des bergers blancs qu'avec un labrador. Mais en fait, tout le monde fait « Oh là là, il est beau, blanc, comme ça, avec ses grandes oreilles et tout. » Et puis, hop, on passe. Et tout va bien. Et le Havart aussi, les gens trouvent ça rigolo. Alors, je sais pas, peut-être que... peut-être la démarche, ou je ne sais pas. C'était cette façon de sautiller un petit peu, peut-être. Et t'as pas eu l'inverse avec le berger allemand ? Parce que moi, je sais que le berger allemand, les gens le catégorisent plutôt dans le chien de sécurité que le chien de guide. Oui, c'est ça. Et du coup, les gens ont soit peur, soit et les refus d'accès vont avec, quoi. Enfin... Le berger allemand, si je discutais en tout cas, à l'entrée d'un magasin avec le vigile, les gens me présentaient leur sac à main ouvert et je disais mais c'est pas moi. Ok, j'ai le chien, mais c'est pas moi. Je raconte des fois aussi sur le podcast que Clément, quand on devait avoir Nox en berger allemand, et que il avait beaucoup de succès auprès des agents de sécurité qui lui disaient j'ai le même à la maison. Ouais. C'est peut-être le même, mais c'est pas tout à fait le même. Mais c'est pas grave. Non. C'est la même race, en effet, mais on n'en fait pas forcément la même chose. On n'éduque pas de la même manière et effectivement, c'est pas la même finalité. Et tu nous parles un peu de tous ces souvenirs. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été justement bluffé par un de tes 15 élèves chiens guides et qui te reste un souvenir assez marquant ? Il y a 2 choses qui peuvent me venir. J'ai été bluffée par Eros, donc le petit golden dont je parlais tout à l'heure, qui est en train d'éducation à 9 mois. Parce que c'était un chien à qui on montrait quelque chose une fois et c'était acquis. Je me suis ennuyée, clairement. Moi qui avais toujours eu des chiens difficiles, avec un peu de répondant, etc. On montrait une fois, hop, c'était bon, on passait à l'exercice suivant. Donc à 9 mois, il est rentré en éducation, il a été remis du coup très très tôt. Donc là, vraiment, il était né pour ça et ce chien, il était exceptionnel. Et il y a un moment vraiment bluffant, là c'était avec Lupo, par contre, mon dernier berger blanc suisse. On était à l'avenue Daumesnil, on attendait pour traverser et le petit bonhomme était vert, donc avenue Daumesnil, vert piéton avec la petite musique qui va bien et tout. Et donc là, je dis à Lupo de traverser. Et une voiture qui a surgi, je ne sais pas d'où, je l'ai pas vue, je l'ai pas entendue. Et Lupo s'est mis en travers de mon chemin, mais par instinct. Il était petit encore, et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est pas quelque chose qu'il a appris, c'était vraiment inné. Il a vraiment ce dévouement, je trouve, pour son maître et ça m'a vraiment bluffé. Tout jeune comme ça ? Ouais, à Lupo, c'était quelque chose aussi, Lupo. Bon, tous en fait, de toute façon. Et puis tu en as adopté 3 sur les 15 ? Et 4 maintenant 4. avec Silhouette. Et oui, puisque Silhouette, tu l'as dit, a été aussi réformée. Alors, elle est rentrée en éducation au mois de janvier. Et finalement, elle est trop sensible et elle se met en danger parce qu'elle part en fuite, en fait. D'accord. Et donc, si elle part en fuite, elle risque d'entraîner son maître aussi. Ça n'assure pas la sécurité de son maître et du coup... Puis elle est en mal-être, c'est pas la peine. Elle est pas bien. Ouais, donc on a tenté quand même parce que, à côté de ça, c'est un super chien. Elle est dévouée, elle fait attention. Est-ce qu'elle reste ambassadrice du coup de l'école ? Oui, elle a un petit bandana parce que maintenant on a des bandanas ambassadeurs. Oh. Qui se portent au collier avec le logo de l'école et donc c'est écrit ambassadeur. Il y a beaucoup de chiens ambassadeurs comme ça à Paris ? On en a quelques-uns, je suis incapable de dire le nom. Oui, c'est une petite dizaine, pas plus. Ouais, je pense, ouais. En fait, principalement, ce sont des familles d'accueil, d'anciennes familles d'accueil en tout cas, toujours très investies pour l'école, mais qui ont des chiens réformés, qui ont choisi de les adopter et qui n'ont pas repris de petits derrière. Quand on est en appart, on ne peut pas avoir forcément 3 chiens, 4 chiens. Et qui représentent toujours l'école avec leur dernier chien, par exemple. Leur dernier... Donc avec leur bandana. C'est ça. J'ai commencé à voir des photos de bandana, je comprends mieux. Voilà, parce que du coup, le chien réformé adopté perd son accès, et son dossard, mais quand même pour qu'il soit identifiable, parce que finalement c'est un bénévole aussi. Donc on a créé le statut de chien ambassadeur. Et donc c'est ces chiens-là qui accompagnent notamment les bénévoles lors de rencontres, sensibilisation notamment.
Ça leur permet de faire quand même partie de cette grande famille des chiens guides, même si tous les réformés, on en a déjà parlé sur le podcast, font partie de la grande famille des chiens guides aveugles. Bien sûr. Ils sont nés pour ça, et puis ils ont bifurqué, et puis c'est pas grave. Oui. Voilà, ils sont pas tous aptes à devenir chiens guides. Ce sont quand même des très bons chiens. C'est ça. On parlait des rencontres, justement, des sensibilisations. Est-ce que y a des rencontres assez exceptionnelles que tu as fait, alors, dans le cadre de ta nouvelle position de présidente, ou même avant en tant que bénévole, que tu n'aurais jamais fait si tu n'avais pas eu Missy, Siloé et tous les autres à tes côtés? Alors, une rencontre exceptionnelle, alors on l'a cité tout à l'heure, donc ça n'a rien à voir du coup avec Siloé, Missy, etc. C'est vraiment Monsieur Romero. Alors, Monsieur Romero, c'est un personnage. On aime, on n'aime pas, voilà, peu importe. En tout cas, il a vraiment créé cette école, il a démarré de rien. Il a commencé à éduquer des chiens, j'avais 4 ans. Moi, j'étais pas née, alors du coup... Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, une rencontre exceptionnelle. Parce que je trouve qu'il mérite le plus grand des respects pour tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. Avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de dévouement. Et voilà. Pour moi, c'est la rencontre à l'école des chiens guides. Et puis, je pense qu'on peut mettre à côté... aussi le Dr Klein qui... Exactement, j'allais y venir, qui vient de fêter ses 102 ans. Mais oui, et alors pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai pas forcément affiché l'image de partout, mais j'étais avec mon petit garçon en septembre aux Portes Ouvertes, et du coup, ils ont plus de 100 ans d'écart. Oui. Et je me suis pris une grosse claque de me rendre compte de ça, parce que je pense que ça va être rare de rencontrer des gens qui ont 100 ans d'écart. Oui. Dans nos vies à nous, donc on a fait une petite photo avec les deux. C'était assez émouvant, mais en effet, c'est un personnage aussi qui a été et qui est toujours une figure phare de l'école pour le coup. Oui, mais il est cofondateur de l'école et il est toujours présent. Donc là, il est venu effectivement à la dernière journée porte ouverte, toujours en forme. Enfin, c'est un plaisir de le rencontrer à chaque fois, de discuter avec lui. Et oui, il a fait énormément pour notre école aussi. 2 grandes rencontres au sommet. 2 grandes rencontres. Et après, effectivement, une multitude de rencontres, puisqu'il y a des familles d'accueil, des maîtres de chiens guides qui sont devenus des amis, puis même simplement des personnes avec qui j'ai discuté, j'ai pris plaisir à échanger. Oui. Énormément de rencontres. Et puis bien sûr, les chiens. Les 15 miens qui sont forcément les meilleurs. Mais les chiens en général, j'adorais déjà les chiens, c'est ce qui m'a fait aussi venir à l'école. Mais voilà, c'est vraiment des chiens exceptionnels. Et justement, tout cet investissement... si tu avais des conseils à donner à des gens qui sont déjà un peu dans le bénévolat et qui veulent s'investir, continuer à s'investir pour peut-être un jour aller jusqu'à la présidence d'une école, tu donnerais quels conseils avec ton expérience ? Je dirais qu'il faut se laisser porter. Enfin, personnellement, je visais pas la présidence du tout. Même l'année dernière, début mars, c'est pas quelque chose que j'envisageais, absolument pas. Les choses ont fait que ça s'est passé comme ça. Mais voilà, je suis rentrée comme famille d'accueil et j'ai grandi finalement dans cette école. J'ai rencontré plein de gens, j'ai échangé, j'ai beaucoup discuté, des gens de milieux différents, etc. Et j'ai évolué en fait moi-même, ce qui fait que mon investissement aussi a grandi pour la cause des chiens guides. Et voilà, juste, je pense, se laisser porter, se laisser guider par son instinct et puis faire les choses qu'on a envie de faire, voilà, et comme on a envie de les faire. Rester naturel en fait, rester soi-même. Voilà, c'est ça. On retient en tout cas, et puis c'est rigolo parce que moi je te vois maintenant, on se connaissait déjà un peu avant, je te vois maintenant à chaque fin de courrier que je reçois dans ma boîte aux lettres. Ah, ma grand-mère est très fière. J'imagine. Je suis la star de l'EHPAD. C'est ma petite fille, vous vous rendez compte? Et pour finir, je voulais te poser une question que je pose à tous mes invités. Je voulais savoir si tu avais un pire et un meilleur moment à nous confier que tu as eu avec les chiens guides, alors dans tes différents rôles, que ce soit avec tes élèves chiens guides ou en tant que nouvellement présidente du coup. Alors ça va être plus par rapport aux chiens. Parce que pour l'instant, en tant que présidente, j'ai pratiquement que des bons moments, même si la tâche n'est pas toujours facile. Je peux pas dire que j'ai eu de pires moments pour l'instant. Alors avec mes chiens, je vais commencer par le pire. Pour finir sur le meilleur. On terminera sur une note positive. Alors le pire, il y en a eu quelques-uns en fait, parce que j'ai eu plusieurs chiens. Quand on rencontre des gens dans la rue, donc la question qui revient sans cesse, c'est mais comment vous faites? Je pourrais jamais, etc. Ça doit être trop dur.
Sur ce podcast, je dis tout le temps qu'on va le faire, ce t-shirt. Oui, je vais pleurer quand il va partir. Oui, mais bien sûr, je pleure. C'est un jour de catastrophe nationale quand le chien rentre en éducation. On me parle pas, on doit pas donner le nom du chien. Enfin, bon, mais c'est pas le pire, en fait, parce que quand le chien rentre en éducation, ok, c'est dur, il pleure, etc. Mais en même temps, on est super fiers. Et donc, à ces gens-là, je répondais, oui, mais être famille d'accueil, c'est aussi ne pas être confronté au décès d'un animal. Et puis un jour, vous avez l'école qui vous appelle. Voilà, moi je me rappelle comme si c'était hier pour mon premier chien. Enfin, c'est Tango qui est décédé le premier. Et c'est Corinne qui m'a appelée pour me dire, pour m'expliquer comment ça s'était passé. Et Tango, c'est un chien que j'avais pas vu depuis 10 ans. Et puis là, c'est dur. Ça, c'est un des pires moments, ça. Alors, je remercie quand même l'école, enfin, qui tient au courant les familles d'accueil. Je trouve ça super. Mais voilà, le pire moment, c'est ça. C'est quand l'école appelle et que on voit le numéro de l'école, on dit oh super, je vais avoir un relais. Pas du tout. Ça c'est le pire moment. Donc c'est pas rigolo. Je comprends un peu l'ambiance. Ça fait partie de l'expérience, de l'aventure. On peut en parler avec Folio. Je l'ai eu un peu moins dans ma vie que tu l'as eu en tant que famille d'accueil. Si ce n'est que j'y étais très attachée quand même. Qu'il a eu une place particulière, comme je disais, c'était le premier qui est venu avec moi au bureau. Et quand il est parti, quand j'ai reçu ce message via son maître, c'est un peu la même chose. C'était une dure décision qu'il a dû prendre parce qu'il y avait trop de souffrance et ça fait un pincement au cœur et plus que ça. Ouais. Ah oui, c'est toujours très très compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment le pire des moments, c'est celui-là. Ce sont ces coups de fil qu'on reçoit. Parce que forcément, quand on est famille d'accueil depuis plus de 20 ans, fatalement, ça arrive. Ça arrive, ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est un argument que j'utilise plus jamais. Parce que c'est juste un gros mensonge. J'en avais pas conscience quand je le disais. Mais donc voilà, c'est quelque chose que je dis plus. T'as changé d'argument. Je vante les mérites du chien d'assistance. C'est une relation particulière, etc. Je remonte carrément sur autre chose, mais ça, j'en parle plus du tout. Et alors, et mes meilleurs moments, alors il y en a plusieurs. Ça va de la petite joie toute simple, quand on se retrouve sur le bord du trottoir à faire « Oh oui, les besoins, oui !» Les gens nous regardent, mais qu'est-ce qu'elle est folle, son chien est en train de faire pipi. Dans le caniveau, et oui, sur demande peut-être. Et les premiers besoins, c'est fantastique. On a gagné la Coupe du Monde quand on a les premiers besoins au caniveau. Avec les pouic-pouic, les knackis, les fromages et tout ce qui va avec. Exactement, c'est fabuleux. Donc ça, c'est un des meilleurs moments d'une famille d'accueil. Et ensuite, alors celui qui surplombe tout, c'est quand on a la chance de croiser son chien au harnais. Là, j'ai déjà vu certains de mes chiens rentrer dans l'école au harnais avec son nouveau maître. Et là, il n'y a rien de mieux. Et forcément, de toute façon, à la base, c'était déjà le plus beau, le meilleur. Mais là, ils sont magnifiques. Ils sont fiers aussi. Ils sont fiers aussi, oui, c'est vrai. Donc, et on repense aux chiots qu'on a eus, qui mâchouillaient tout et n'importe quoi, qu'on passait notre vie à dire « mais non ». Et là, on voit arriver ce chien majestueux. Et on discute avec le maître et il nous dit « il est merveilleux, il fait tout bien, etc. » Forcément, il est merveilleux. Mais... Et ça, c'est le meilleur moment, vraiment. Oui, c'est sûr que à chaque fois, quand on a un peu le souvenir de comment il était au tout début, oui. Et on se dit qu'il y a du chemin qui a été fait et que, en effet, j'ai certains des bénéficiaires qui, en écoutant les podcasts, m'ont confié que c'était intéressant de voir comment ça se passait, enfin, à écouter en tout cas comment ça se passait en famille d'accueil, parce qu'en fait, ils ont conscience qu'il y a du boulot derrière. Mais avec le témoignage écrit ou oral comme sur le podcast, ils se rendent compte à quel point... notamment sur les épisodes en immersion, et l'épisode en immersion qui avait fait un peu plus débat, c'est le premier épisode que j'ai fait où c'est une famille d'accueil, et pour le coup Florian nous raconte vraiment les premiers jours de famille d'accueil en m'envoyant des vocaux en me disant « Non mais Estelle, tu te rends pas compte, j'ai plus de serpillière, j'ai plus assez de serpillière pour éponger les 10-15 pipis qu'il m'a fait alors que je suis descendue 10-15 fois ». Mais oui. Et c'est vrai que ça permet justement de voir, parce qu'il me dit, mais en fait, nous, on a un chien clé en main, on sait qu'il y a du boulot, mais on se rend pas compte à quel point il y a ce boulot qui a été fait. Et oui, c'est sûr que, si on écoute, si vous voulez écouter Florian et cette fameuse épisode en immersion, dans l'épisode 34, il y a du chemin qui a été fait. Oui.
Oui, puis on n'imagine pas non plus les nuits en pointillé, en pyjama au caniveau avec son chien, à faire le fameux oui, il est besoin, les cheveux ébouriffés et tout. Et quelquefois on se lève et c'est déjà trop tard. Enfin, le pipi est fait quand même et bon, c'est pas. Ouais. Ça arrive. Voilà. Et puis certains sont propres très très tôt. J'en ai eu qui ont été propres à 3 mois et demi. Donc à peine ils viennent d'arriver. Et j'ai eu Chami, mon préau Vavart, à 5 mois, il faisait encore pipi, mais à mon pied. Et c'était une catastrophe. Notre famille d'accueil, c'est quand même un dévouement. Hein. Tu peux le dire, c'est un dévouement. Bon, en tout cas, ces meilleurs moments, on voit qu'ils sont de différents niveaux, mais un peu comme dans la vraie vie, et c'est normal. Si tu devais conclure un petit peu ce podcast avec un recul sur ces 22 ans de bénévolat, parce que je pense que, comme tu disais, le premier jour où tu as mis les pieds dans cette école pour aller chercher ton premier chien guide avec ton ex-conjoint, t'imaginais pas du tout que ça allait te mener à la présidence ? Pas du tout. Non, absolument pas. Puis ça s'est fait naturellement, donc en plus j'ai pas de recette, j'ai rien, il y avait aucune ambition derrière ça. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Frédéric qui mettait les pieds pour la première fois à l'école ? Je dirais, mais tu vas t'éclater. Tu vas rencontrer des gens fabuleux, j'avais même pas idée de tout ce que ça allait m'apporter. Donc effectivement, la famille d'accueil apporte beaucoup à l'école, beaucoup aux chiens, mais en retour, c'est énorme tout ce qu'on reçoit. Et, de la part des chiens, de la part des bénéficiaires, c'est super, super enrichissant. Je m'amuse. Si, bah... Honnêtement, tout ce que je fais là, je me fais plaisir. Enfin, je suis contente de le faire. Non, c'est vraiment une passion et vraiment, j'adore ça. Bah, c'est pas moi qui vais te contredire, hein. Lancer un podcast de niche, je souligne, oui. Sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles. Il faut être passionné, je le suis, donc tout va bien. Oui, ça se ressent, donc ouais, non, c'est très sympa. Bon, bah écoute, sur ces mots, merci à toi Frédéric pour ton temps. Merci de nous avoir dévoilé, non pas, je pourrais pas écrire le début de l'épisode en disant elle nous dévoile le succès de sa carrière pour arriver à son rêve d'être présidente. Je pense que c'est pas comme ça que ça s'est passé, comme tu nous l'as dit. Non. Ça s'est plutôt fait un peu naturellement. C'est ça, exactement. Mais merci pour ton temps, on l'a vu, entre tes différentes journées, tes 2 écrans, j'ai bien retenu. Hein. Oui. Oui, je travaille quand même la journée. C'est ce qu'il faut retenir. Tu travailles double et... Non, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout tu équilibres le temps en fonction des priorités. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne dans ton quotidien. Oui. Et puis les chiens, Missy et Siloé, restent aussi la priorité pour les balades en forêt, etc. Puis elles viennent au bureau toujours. Hein. Elles sont réformées, mais elles viennent quand même au bureau. Merci à ton employeur. Oui, exactement. Oui, je le remercie. Eh bien, écoute, il me reste qu'à te souhaiter le meilleur, puisque tu es au tout début quand même de ton rôle de présidente, même si ça fait 1 an. À te dire à bientôt à l'école ou à l'AG. J'ai pris date. À l'AG, oui, c'est bientôt. Et puis, encore merci de t'être confiée à mon micro. Merci à toi. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Frédéric pour m'avoir accordé ce temps d'enregistrement dans son quotidien très chargé. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Frédéric, Missy et Siloé, mais aussi de ses nombreux autres élèves chien guides sur futurchienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Je compte aussi sur vous pour être là à la rencontre du 13 mai prochain et pour donner de votre voix d'ici mi-mai pour participer à mon épisode collaboratif anniversaire via le lien vers ma boîte vocale dans la description. J'ai vraiment hâte de découvrir votre voix à mon tour. Alors à bientôt pour le prochain épisode anniversaire collaboratif, toujours sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.